fonctionnaires et agents du service public. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, une nouvelle déception pour les ex-salariés d'Ecopla de Saint-Vincent-de-Mercluse en Isère. Leur dernier recours a été rejeté par la cour d'appel du tribunal de commerce de Grenoble. Ils peuvent encore se pourvoir en cassation. Ce sera leur dernier espoir de reprendre leur entreprise en SCOP. Ouverture surprise d'une partie du domaine skiable de la station des Sept-Lots en Isère ce matin. Un mot sur les réseaux sociaux la veille a suffi pour mobiliser quelques centaines de skieurs qui ont profité de la neige et du soleil. Et puis vous découvrirez la bande-annonce de Primaire, l'histoire d'une maman, professeure des écoles, qui perd pied dans le tourbillon de la vie scolaire. Un film très vivant et bouleversant, tourné en partie à Grenoble. Hélène Angèle, la réalisatrice, sera notre invitée. Deux grands titres au sommaire de l'édition nationale tout à l'heure à 19h30. Pour cette déclaration de candidature, rien n'a été laissé au hasard, ni la date à 4 jours des primaires, ni l'endroit, une salle en banlieue parisienne. Emmanuel Macron est donc candidat officiel à la présidentielle. Il propose un contrat directement avec les Français en dehors de la logique des partis. Et puis dans 24 heures maintenant, il sera le premier Français dans l'espace depuis 8 ans. Thomas Pesquet a tenu sa toute dernière conférence de presse depuis la base de Baïkonour, derrière une vitre pour éviter les microbes et ne pas compromettre 7 ans d'entraînement intensif. Dans les Alpes, une fois de plus, la cour d'appel de Grenoble a donné raison au tribunal de commerce. Elle a rejeté l'appel des anciens salariés de l'usine Ecopla qui fabrique des barquettes d'aluminium en Isère. Une décision qui n'a pas vraiment étonné. D'après l'un des avocats des salariés, la liquidation de l'entreprise n'aurait jamais dû être prononcée. Céline Aubert, Gilles Ragry. Ils sont entrés dans la salle presque mécaniquement, comme si tout était plié d'avance. En tout, l'audience ne durera que quelques minutes. Il n'en faudra pas plus à la présidente de la cour d'appel pour rendre sa décision. Le recours des ex-Ecopla est rejeté, une fois de plus. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à lutter pour récupérer cette entreprise et on ne va pas lâcher, on a des choses à faire. On va voir Sapin. Macron qui a dit qu'il s'était trompé, là aujourd'hui il se présente à la présidentielle. On va aller le voir une nouvelle fois et puis voilà, on verra ce que ça donne. Mais on ne va pas lâcher. Une audience qui ressemble à celle du mois d'octobre. À cela près, cette fois la présidente l'a souligné, les salariés auraient dû contester la liquidation de leur usine. Une décision prononcée en 3 semaines à peine. Un délai très court qui étonne Maître Jeannot, l'avocat des Ecopla. D'après lui, si le tribunal de commerce avait choisi la cession, le projet de SCOP aurait été retenu. La logique aurait voulu que, compte tenu de l'état d'endettement de la société qui n'était pas si élevé que ça, on puisse laisser à la SCOP plusieurs mois pour monter son dossier. Et comme elle aurait été la seule à proposer une reprise de l'activité avec une reprise de l'emploi sur plus de 20 contrats, il est évident que l'Ecopla aurait été sauvée. Pourquoi avoir liquidé si rapidement la société? Nous sommes allés au tribunal de commerce de Grenoble, mais personne ne nous a reçus. Quant au procureur adjoint, Olivier Nagabo, il nous a expliqué hors caméra que le temps pressait, qu'il fallait payer les salaires. Pour beaucoup, l'affaire Ecopla est un incroyable gâchis, mais tout ne semble pas perdu. On est en train de travailler sur une hypothèse de redémarrage. On y est avec le ministère de l'Industrie. Donc aujourd'hui, on n'est pas suffisamment avancé pour pouvoir l'évoquer de manière concrète. Mais on continue à travailler sur cette piste-là en parallèle des différents choix qui peuvent s'offrir à eux sur la voie judiciaire. Ils ont jusqu'à décembre pour se pourvoir en cassation. Le destin d'Ecopla ne semble donc pas tout à fait scellé, d'autant que beaucoup se sont engagés à les soutenir, le gouvernement et les candidats à la présidentielle. Demain, les anciens salariés rencontrent Arnaud Montebourg. Condamnation confirmée dans l'affaire Tefal par la cour d'appel de Chambéry. L'inspectrice du travail, Laura Pfeffer, a donc été reconnue coupable de recel de documents confidentiels et de violation du secret professionnel. Un coup dur pour l'ensemble de la profession, selon les syndicats, venus encore une fois nombreux pour la soutenir. Marion Feutry, Bernard Portugal. En à peine une minute, la cour d'appel a rendu son jugement. Une nouvelle fois, Laura Pfeffer est condamnée. Incompréhension pour l'inspectrice du travail, à qui l'on reproche d'avoir rendu public des emails montrant que la direction de Tefal cherchait à entraver ses fonctions. C'est scandaleux d'être condamné pour ça. Nous, on devrait être félicités pour ce qu'on a fait, et c'est les dirigeants de la société Tefal qui devraient être condamnés pour ce qu'ils ont fait. Et là, c'est l'inverse qui se produit. Donc aujourd'hui, on est devant une justice de classe.
On est devant une décision scandaleuse de justice et il est hors de question que je laisse les choses en l'état. Sa condamnation, comme en première instance, 3 500 € d'amende avec sursis. Une douche froide pour les syndicats de l'inspection du travail venus la soutenir et défendre leur métier. C'est un coup dur pour toute la profession et même pour le droit syndical, pour l'expression des agents qui ne pourront plus saisir, transmettre des informations aux syndicats. C'est un jugement qui remet en cause les fonctions et les missions de l'inspection du travail. Et c'est un jugement qui remet en cause le droit des lanceurs d'alerte à dénoncer des infractions dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, comme c'est le cas pour le salarié de Tefal qui a été licencié. Présenté comme un lanceur d'alerte, un ex-informaticien de Tefal a lui aussi vu sa condamnation confirmée pour atteinte au secret des correspondances. Mais il est relaxé pour accès frauduleux à ses emails. Insuffisant pour ses défenseurs qui ont appris récemment que Tefal ne serait pas poursuivi. On ne comprend pas que ça puisse aller si loin et que Tefal soit lavé de tout soupçon, alors que, comme je vous l'ai déjà dit, quand on lit ces documents, quand on voit ce que la direction a essayé de faire contre cette inspectrice du travail, c'est scandaleux. L'inspectrice du travail n'exclut pas de se pourvoir en cassation. Elle se dit déterminée à se battre jusqu'à obtenir une relaxe. Hier soir, les députés ont donc voté à l'unanimité la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine, cet anti-épileptique responsable de malformations du fœtus lorsqu'il est pris pendant la grossesse. Un véritable soulagement pour les familles concernées. Elles sont plus d'une centaine dans notre région. Reportage en Isère, Marie Michelier et Maxime Kemener. C'est les dossiers médicaux de mes 2 enfants, le dossier de maternité de ma femme. On a pesé 12 kilos et à peu près 3000 photocopies. C'est un épais dossier que Gérald et sa femme ont mis près de 9 mois à constituer, espérant qu'un jour, leurs enfants soient reconnus victimes de l'anti-épileptique. Cynthia et Loïc sont ce que l'on nomme des enfants dépakine, atteints depuis leur naissance de multiples handicaps. Pour la famille, pas une semaine ne passe depuis 16 ans sans un rendez-vous médical. Le mercredi, c'est mon seul jour de repos. Comme ça, j'essaye de classer au maximum les rendez-vous, que ce soit orthodontie, orthopédie, ergothérapie, pour éviter que ça déborde sur leur vie scolaire. Vraiment, c'est usant, on va dire. Et tout ça à cause d'un cachet qu'on nous a pas averti des conséquences que ça pourrait faire. Je leur en veux, vraiment. Des doutes, Pascal et Gérald en ont toujours eu, estompés par les différents médecins croisés, le manque d'informations aussi. Ces dernières années, l'opiniâtreté d'autres familles concernées a permis de les sortir de l'isolement. Alors ce fonds d'indemnisation sonne aujourd'hui comme une reconnaissance, une façon d'abord de faire changer les regards. On avait beau leur dire, ils sont handicapés, parce qu'ils ont besoin de voir des médecins. Mais ils disaient, on ne peut pas dire qu'il est handicapé, parce que pour eux, handicapé, c'est physique. Eux, ça ne se voit pas. Pour eux, ils sont normaux, entre guillemets. Que là, en étant reconnus, ils arrivent mieux à comprendre le problème qu'ils ont. C'est un grand soulagement, d'une part, moi qui suis père pour mes enfants, ils seront reconnus handicapés à cause de la dépakine et j'espère une meilleure prise en charge dans leur vie, en soins et en scolarité. Le fonds d'indemnisation auquel participera le laboratoire Sanofi, qui commercialise la dépakine depuis 1967, devrait être mis en place au plus tard en juillet prochain. 1300 dossiers, dont celui de la famille Bell, attendent déjà d'être expertisés. Social, avec une faible mobilisation des policiers municipaux ce midi devant la préfecture de l'Isère à Grenoble. Accompagnés de gardes champêtres et d'agents de surveillance de la voie publique, ils réclament plus de moyens et davantage de sécurité dans leur travail. Cédric Le Poitvin, Dominique Sommet. Il n'était qu'une petite vingtaine ce mercredi midi, mobilisés devant les portes de la préfecture de l'Isère. Les agents de la police municipale, les gardes champêtres et agents de surveillance de la voie publique de Grenoble, Pont-de-Claix et Saint-Martin-d'Air arboraient quelques drapeaux et autocollants pour afficher leur mécontentement et exposer leurs revendications. Ce rassemblement a pour but premier déjà la reconnaissance, une réelle reconnaissance de notre profession et des risques qu'elle comporte auprès de nos autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Cette reconnaissance s'articule autour de points clés qui sont dotés les agents de moyens individuels de protection adéquats, surtout dans le contexte national. Ces policiers municipaux dénoncent leur manque de moyens pour assurer leur propre sécurité et surtout celle de la population, car tous ne sont pas armés. Ils restent souvent dépendants d'une police nationale déjà bien occupée.
Quand on attend la police municipale qui, eux, sont au téléphone avec la police nationale, vous imaginez bien les délais, c'est pas jouable, quoi. On ne peut pas, en termes de sécurité, être en attente téléphonique. Voilà. En plein état d'urgence, ces agents municipaux arrivent à saturation. Les heures et journées de travail s'accumulent. Ils ne savent plus vraiment quel est leur rôle sur le terrain par manque de communication de la part de leurs mairies respectives. On ne sait pas ce qu'ils ont vraiment mis au point par rapport aux derniers attentats. On ne sait pas comment la ville de Grenoble aujourd'hui met en place ses policiers municipaux, comment ils les sécurisent, comment ils sécurisent sa population. On n'a pas ces informations. La police municipale ne veut pas être perçue comme une sous-police. Elle veut prouver qu'elle est la troisième force de sécurité, même si la question récurrente sur l'armement de ses agents pose encore problème. En montagne, comme chaque année ou presque maintenant, la station des Sept-Lots en Isère a ouvert une partie de son domaine skiable de façon anticipée, mais surtout par surprise. Un simple message posté sur Facebook a suffi à donner l'alerte et rameuter quelques centaines de Grenoblois avides de chair fraîche et de soleil. Jordan Guéant, Jean-Christophe Solari. Elle a de la valeur, hein, celle-là. Ah, celle-ci, elle a de la valeur. Pour la première, c'est clair. On va se faire plaisir aujourd'hui. 10 h ce matin, Grenoble est encore dans la brume, mais en haut des Sept-Lots, certains sont littéralement sur un petit nuage. Vous en êtes à combien de descentes là déjà? J'en ai fait 3-4 là déjà. Hein. On en profite tranquillement, on profite du paysage également qui est magnifique. Comme toujours, la station iséroise a surpris ses fans avec un message posté hier sur Facebook pour annoncer l'ouverture anticipée. Un mercredi surprise à la neige, beaucoup ont donc fait l'école buissonnière. On a vu ça sur les réseaux sociaux, on s'est rué dessus, on a fait c'est bon, on a tagué tout le monde et allez on monte, il y en a qui vont pas en cours, il y en a qui vont pas au travail et ouais, belle journée. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un forfait demi-journée s'il vous plaît sans assurance? C'est parti. Merci. 3 remontées mécaniques, une dizaine de pistes et des tarifs réduits. Cette ouverture précoce est un beau présage pour le reste de la saison. La neige est bonne, bien tassée. L'humidité a fait fondre un petit peu, ça l'a tassé. Avec cette nuit qui a eu quand même un éclaircissement, ça a durci la neige, donc la neige est dure et bonne à skier. 80 cm de neige fraîche et du soleil, bref, des conditions optimales pour satisfaire d'abord la clientèle locale. Même en pleine semaine, plusieurs centaines de Grenoblois ont ainsi cédé à l'appel des cimes. Elle est bonne parce que c'est la première, c'est comme les fraises, les gens ils veulent la première neige. Nous aussi d'ailleurs, on travaille toute l'année pour ça. Fidèle à sa tradition, la station n'ouvrira désormais qu'au jour le jour, en fonction des conditions météo. Reste donc à scruter le ciel et les réseaux sociaux. La neige qui fait défaut outre-Atlantique. La Fédération internationale de ski a annulé les premières épreuves de vitesse de la saison qui devaient se dérouler à Lake Louise au Canada, faute de neige donc. Val d'Isère s'est portée candidate à leur reprise. Dossier complet à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Nous ouvrons maintenant le troisième volet de notre série sur les fromages de Savoie. Pour maintenir la qualité de leurs produits, les agriculteurs et les producteurs de lait travaillent dur, bien sûr. Ils se heurtent également à la nécessité de transmettre leur savoir-faire et leurs outils de travail. Et vous allez voir, ce n'est pas gagné d'avance. Claudine Longhi-Bernard, Christian Mathieu. Être agriculteur, aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est maîtriser plusieurs métiers tout en préservant un savoir-faire transmis au fil des générations. C'est un héritage à faire vivre, un passage de relais qui n'est pas toujours simple. Jennifer a 23 ans, elle pensait devenir préparatrice en pharmacie, mais la vie et l'amour en ont décidé autrement. Elle accompagne aujourd'hui son conjoint dans la reprise de la ferme familiale. Ici, on fabrique le reblochon fermier, un fromage au lait cru, doux et onctueux, une appellation d'origine protégée. Sur chaque reblochon, on met une pastille. Donc cette pastille, c'est à base de caséine. La caséine, c'est une protéine de lait. Donc cette pastille, elle est fournie par l'AOP du reblochon. Donc c'est ce qui nous fait la traçabilité et la régulation du reblochon. Une régulation qui protège la quantité produite et donc la qualité du fromage. De plus, historiquement lié à son terroir, le reblochon ne peut être fabriqué qu'avec le lait du troupeau de la ferme et dans un territoire défini, la majeure partie de la Haute-Savoie et le Val d'Arly en Savoie. Un travail exigeant à la hauteur de la passion qui anime aujourd'hui Jennifer. Nous, les heures, on ne les compte pas, on en fait beaucoup, mais après, le matin, quand je me lève, je ne me dis pas je vais au travail. Je me dis, je vais m'occuper de mes vaches, je vais faire du fromage par la suite. Il y a plein de personnes qui viennent nous voir directement à la ferme, acheter notre produit
et parler avec nous. Et ça, c'est toujours valorisant. On aime raconter notre métier et du coup, on ne se sent pas seul ici. Le travail en famille a aussi séduit Jennifer et fait le bonheur de ses beaux-parents qui vont pouvoir transmettre leur exploitation en toute sérénité. La ferme des Corbassières à la Clusaz, c'est un troupeau de 50 abondances et un outil de travail qu'ils ont bâti au fil de leur vie. C'est vrai que quand on a construit une ferme comme ça, on voudrait toujours qu'elle soit transmise, quoi. La retraite, c'est pas un achèvement de notre métier. Dans l'agriculture, il y a une continuité, quoi. Quand notre dernier fils là s'est installé, il était célibataire. C'est vrai que d'avoir rencontré une compagne qui est intéressée par son métier, voilà, pour nous c'est un soulagement parce que c'est vrai qu'on sait qu'il peinera moins dans son travail, ils travailleront ensemble, en couple, comme nous on l'a toujours fait, c'est quand même important, quoi. Depuis 1966, le GAEC, le Champenois, se transmet de père en fils. Producteur de lait pour la Tome et l'Emmental de Savoie, 2 fromages au label IGP, indication géographique protégée. La Tome est le doyen des fromages de Savoie. L'Emmental, fabriqué en meule de 70 kg, est le plus gros. À Frangy, Jean-Luc travaille en famille avec son frère depuis 1985. Leurs 4 fils sont déjà installés et leur fille termine actuellement sa formation pour les rejoindre. La transmission chez les Duclos, c'est une évidence. Les enfants, il faut leur faire confiance, il faut leur apporter un outil qui soit transmissible, donc modernisé également. Et puis après, c'est la confiance. Il faut transmettre la passion de l'élevage, la passion de faire du lait de qualité pour la coopérative. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est complexe parce qu'on fait tellement de métiers à la fois au niveau agricole. On est déjà au bureau, on est également derrière ses vaches tous les jours, on est dans les champs, on est dans l'atelier des fois. Et au bout du bout, il faut qu'il y ait du résultat. 140 vaches laitières de la race Montbéliarde produisent chaque jour le lait pour la coopérative de Frangy. Rémi, lui, est né sur un tracteur, ou presque. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe du matériel et des cultures. Pour moi, ça a été, je ne vais pas dire facile, mais entre guillemets si, parce que j'aimais ce que je faisais sur l'exploitation avant de m'installer. Et c'est sûr que quand on a une exploitation comme cela, que nos parents nous transmettent, c'est sûr que c'est un bon métier d'avenir, quoi. Si les labels protègent les fromages, la transmission des fermes leur assure un avenir. À cela, il faut ajouter aujourd'hui la communication et les agriculteurs l'ont bien compris. Il faut ouvrir son exploitation à un large public pour mieux valoriser son métier. Primaire, le nouveau film d'Hélène Angèle, qui va me rejoindre dans quelques instants, sortira au cinéma le 4 janvier 2017. Un film en partie tourné à Grenoble et qui raconte l'histoire de Florence, professeure des écoles, totalement dévouée à son métier au point presque d'en perdre la tête. On regarde un extrait de la bande-annonce et juste après on en parle avec Hélène Angèle. Aucune nouvelle de la mère. Le type a joué en cas d'urgence, ne savait même pas que son nom était sur les fiches scolaires. Pourquoi je suis convoqué à cause de Sacha? Alors déjà, monsieur, ce n'est pas à cause de Sacha. Et ça fait 10 jours qu'il est tout seul parce que sa mère n'est pas rentrée. Vous êtes qui par rapport à Sacha? Je sais pas, je suis qui par rapport à toi? On est que ça, ma mère. Et tu t'occupais de moi? Bah ouais. T'as pas une maison ou quoi? Tu vois, dans famille d'accueil, il y a famille et accueil au moins. 2 trucs que sa mère lui donne pas. C'est quoi ton problème avec Sacha? On a l'impression que c'est toi qu'on abandonne. Sacha. Moi je suis son instit, je suis ni sa mère, ni assistante sociale. Tu mélanges tout là. Ce môme, il a besoin de nous et nous quoi? Nous, on est décevants. Voilà pour cette bande-annonce qui donne le ton de Primaire, le nouveau film d'Hélène Angèle que nous accueillons ce soir dans le Journal des Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre 4e long métrage. C'est l'école d'aujourd'hui que vous racontez dans ce film. Pourquoi avez-vous d'abord choisi ce thème de l'école? Pour des raisons émotionnelles. Je ne me suis pas dit de façon théorique que je vais faire un film sur l'école. C'est juste quand mon fils a quitté le primaire, quand j'ai refermé la porte de l'école primaire et que je savais qu'il n'irait plus, qu'il allait passer en 6e, j'ai été extrêmement triste. Enfin, j'étais envahie d'une grande émotion. Et j'ai réalisé à quel point l'école, à ce moment-là, marque nos vies d'enfants, nos vies d'adultes, par des étapes initiatiques. Beaucoup de choses se passent à ce moment-là. Oui, et c'est pour ça que ça s'appelle Primaire. Voilà, c'est aussi un film sur l'enfance.
Alors pour nos spectateurs, c'est en effet un bain de jouvence, un délicieux dans le monde scolaire avec des rapports très durs en même temps, les élèves entre eux, les parents, les enfants, les élèves et les enseignants. C'est aussi toute la difficulté d'être maman et prof à la fois avec son fils dans la même classe. Oui, j'avais envie aussi d'un portrait de femme moderne hein, qui mène plusieurs combats de front. Sarah Forestier, qui a la vitalité nécessaire. Et puis c'est vrai que c'est difficile en plus quand on mène un métier comme l'enseignement qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de foi, de passion, en même temps d'avoir son fils dans sa classe, qui lui en a marre d'avoir sa mère, en a assez d'avoir sa mère en tant qu'enseignante, et puis elle va se projeter sur un enfant qui lui-même a des gros problèmes avec sa propre mère, donc ça fait que nous avons une héroïne débordée. Une vie très compliquée. Une vie compliquée, mais j'aimerais quand même qu'on rappelle aussi, parce que là je vois l'extrait de la bande-annonce aussi, était beaucoup sur le drame de Sacha, sur l'aspect romanesque du film. C'est aussi un film plein de vie, plein d'espoir. Je peux vous dire qu'on ressort, on passe par toutes les émotions, on pleure, je le dis franchement, mais on ressort avec une joie de vivre et une envie, c'est très positif. Ça j'y tiens, hein, parce que même s'il y a des moments durs, c'est les émotions difficiles de quand on grandit, des sentiments d'injustice, il y a aussi beaucoup de rire et l'école c'est une ruche d'abeilles, enfin ça vit quoi. Comment avez-vous fait pour que les enfants, et les acteurs bien sûr, dont certains sont connus, Elbaz, Forestier, on l'a dit, mais comment avez-vous fait pour que les enfants jouent à ce point-là? C'était comment le tournage? C'était super, c'était un peu fatigant, mais c'était... oui, je tiens à rappeler que ce sont des acteurs, hein, on les a castés, voilà, tous des acteurs. Parce qu'il y a des gens des spectateurs qui... C'est naturel, on dirait que c'est tourné comme un documentaire. Voilà, qui croient que les scènes de classe sont des vraies scènes de classe. Écoutez, il faut être sensible à faire attention à ce qu'ils ne perdent pas de leur fraîcheur. Voilà. Et du coup, il y avait plein de ruses. Hein. Filmer les répétitions sans qu'ils le sachent, avoir 2 caméras, aller filmer celui qui n'est pas forcément en train de dire la réplique principale, mais qui est en train de bâiller à la fenêtre. Enfin, plein de ruses. Dans le film, vous faites allusion à Être ou avoir. C'est un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Il n'y en a pas tant que ça, des films sur l'école. Être et avoir est un très beau documentaire. Moi, je fais une fiction, mais forcément, je sais qu'il a marqué l'inconscient des gens, donc je fais un petit clin d'œil. Et merci en tout cas à vous d'avoir fait ce film qui est très très beau. Il sort le 4 janvier. Oui. Et là, c'était une avant-première. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et on va passer à la suite du journal avec juste le temps pour moi d'aller récupérer ma petite feuille pour le prochain reportage. Et c'est une exposition qu'on vous propose maintenant, une exposition pour refermer ce journal, donc jusqu'au 22 novembre 2016. La galerie d'art Space Junk de Grenoble accueille le projet Vénus-Isère, qui est destiné à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Les œuvres d'une 50aine d'artistes de la région, réalisées à partir de photos de femmes posant le buste nu, sont exposées. Reportage Anne Diard et Yves Marilot. Ces visages, ce sont vos amis, vos collègues, vos voisines. Elles ont décidé de dévoiler leur buste pour un acte militant, la lutte contre le cancer du sein. Leurs photos ont été imprimées sur des toiles, confiées ensuite à une 50aine d'artistes de la région. Ils sont partis de la même toile et après, ils se la sont appropriés d'une manière complètement différente. Globalement, ce sont des messages d'espoir qu'ils avaient envie de diffuser. Et ils ont aussi tous eu un vrai respect pour le modèle qui était sur la photo. Des modèles qui n'ont pas tous été touchés par la maladie, mais qui ont compris l'importance de la prévention. Car le cancer tue encore 12 000 femmes par an, mais s'il est dépisté à temps, il se soigne dans 90% des cas. Ça suscite de la peur, du déni et beaucoup de freins sont là en fait pour empêcher qu'elles aillent se faire dépister. Donc aborder la question par le biais de l'expression artistique, ça permet aussi de sortir des savoirs, ça permet d'ouvrir sur l'imaginaire et chaque femme y trouve sa place à partir de sa propre histoire personnelle. Le projet Vénus-Isère a été initié par le créateur des centres d'art Space Junk de Lyon, Bayonne et Grenoble. Ces espaces d'exposition dédiés aux artistes émergents du street art et du pop surréalisme notamment. Les centres d'art Space Junk se portaient très bien. On était en pleine ascension, on va dire. Et j'avais envie qu'on dédie au moins une des 7 expositions annuelles à un projet caritatif, c'est tout. C'était simplement presque une histoire de karma.
Les toiles sont exposées jusqu'au 22 à l'espace Space Junk de Grenoble. Elles seront vendues aux enchères à l'Hôtel de Ville le 30 novembre au profit de l'association Espoir Isère contre le cancer.